La diplomatie iranienne fait preuve, depuis quelques mois, d'un activisme certain. Elle vient de conclure un accord avec l'Arabie saoudite sous l'égide de la Chine. Elle multiplie les contacts avec la Russie qui est devenu un client fidèle de son système de drones, basique certes, mais toujours est-il utile pour l'armée russe. Elle multiplie aussi un certain nombre d'activités en dehors du Proche-Orient dans les pays africains. Nous avons voulu en savoir un petit peu plus sur la situation actuelle de la République d'Iran avant d'entamer une analyse de son activité au niveau de l'Ouest africain. La République d'Iran est une vieille monarchie qui est historiquement très très riche et qui a connu en 1979 une révolution sous l'égide du clergé chiite. Le chiisme est la religion prédominante dans ce pays et qui a fait que les mollahs sont les éléments qui conduisent ce pays. Depuis lors, il y a eu une guerre très dure avec l'Irak, il y a eu un certain nombre de péripéties de la diplomatie iranienne et de la situation économique en Iran et militaire. Arrêtons-nous sur quelques éléments géopolitiques et de géographie ainsi que d'économie sur l'Iran. C'est un pays d'une superficie de 1 650 000 km², c'est important. Il est composé à la fois de chaînes montagneuses et de plaines. C'est un pays qui jouit d'une certaine richesse agricole, un PIB de 400 milliards de dollars et une population de 80 millions d'habitants. Son PIB, plus ou moins, parce que cela varie en fonction du blocus dont il fait l'objet, disons que son PIB par habitant aussi autour de 5 000 $, ce qui fait de lui pratiquement une économie à revenu intermédiaire haut. Est-ce que cela suffit pour en faire une puissance régionale? La question doit être posée dans la mesure où c'est son ambition première dans la région, c'est celui d'être considéré comme une puissance régionale. Il a les moyens économiques et naturels, il a une richesse pétrolière certaine, gazière, il a aussi une armée qui est maintenant bien entraînée, relativement bien équipée, surtout en termes balistiques, et où il a fait beaucoup d'efforts de recherche et de production. Il a une petite industrie militaire, bien que l'essentiel de son armement classique, il l'importe de Russie et de Chine. Son économie n'est pas très florissante parce qu'elle subit quand même les à-coups d'un blocus très dur de l'Occident. Il a des problèmes certains de consommation intermédiaire et de pièces de rechange et il ne peut pas déployer l'ensemble de sa dynamique économique. Malgré cela, il a déployé depuis quelques années un effort certain pour occuper ce qu'il considère comme son statut légitime de puissance régionale au Proche-Orient. Comment il l'a fait? En ayant une action de soutien et de création de milices en Irak, de soutien du régime syrien de Hafid al-Assad et aussi de création et de soutien d'une milice qui est devenue vraiment ou pratiquement un État dans l'État, le Hezbollah au Liban. Il a aussi soutenu les Houthis dans leur guerre contre l'Arabie saoudite et c'est ce qui explique le récent accord avec l'Arabie saoudite. Donc c'est un pays, malgré un blocus, malgré des difficultés, il fait preuve de dynamisme et il bouge. Au Proche-Orient,
Ceci en conformité, et je voudrais aussi rappeler cet élément, en conformité de sa doctrine diplomatique. Il faut toujours retourner à la doctrine diplomatique pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de son action à l'international. Bien sûr, nous l'avons dit, il souhaite se positionner comme puissance régionale. Il souhaite aussi se positionner comme quelqu'un qui conteste l'intrusion ou l'immixtion dans le Proche-Orient ou la région du Proche-Orient des États-Unis d'Amérique qualifiés de grand Satan, avec bien sûr son allié traditionnel Israël, et il en fait les ennemis numéro un pour lui au Proche-Orient, parce qu'il conteste son ambition de puissance dans cette région. En troisième lieu, comme élément de doctrine diplomatique, il considère qu'il a, lui, l'Iran, étant une république islamique, une mission de prédication et une mission de prosélytisme qu'il n'hésite pas à déployer dans les pays avec qui il noue des relations. Ces ambassades sont connues pour exercer cette action. Nous y reviendrons. Mais ce qui est important, c'est de dire, pour terminer sur la situation de l'Iran au Proche-Orient, c'est qu'il a toujours eu des relations conflictuelles avec ses voisins. Il a des relations avec des hauts et des bas avec la Turquie, qui est son concurrent comme puissance régionale, mais aussi comme porte-drapeau d'un certain sunnisme, ce qui le dérange au plus haut point. Il vient de faire un accord avec l'Arabie saoudite qui fait un petit peu les intérêts des deux, à la fois de l'Iran et il faut le dire aussi en toute transparence de l'Arabie saoudite, qui va se débarrasser de l'épine Houthi qui était devenue embarrassante pour ce pays. Donc l'Iran déploie des efforts. Et je ne pourrais pas terminer cette première partie sans faire cas de ces efforts pour enrichir l'uranium et essayer d'arriver, malgré le fait qu'il le conteste, essayer d'arriver à créer sa propre arme atomique, ce qui lui permettrait bien évidemment de sauter un palier en termes de puissance et en termes de capacité à être influent dans sa région. Voilà un petit peu la situation de l'Iran dans sa zone, en quoi sa politique ou sa doctrine diplomatique, quelque part, est dérangée par le Maroc. Nous savons que nous avons eu des relations qui ont été interrompues, reprises, que le Maroc a toujours eu une attitude amicale mais ferme envers l'Iran, dans la mesure où il considérait que certes c'est un pays qui mérite tout à fait notre intérêt, toutefois il n'était tout à fait aussi inacceptable que l'Iran puisse avoir des prétentions territoriales sur d'autres émirats ou principautés du Moyen-Orient, et le Maroc a toujours signifié sa solidarité envers ces pays. Mais au-delà de tout ça, il y a, et c'est ce qui nous intéresse le plus, et peut-être c'est un élément qui n'est pas très connu, c'est pour l'Iran, le Maroc le contrarie dans sa politique d'expansion en Afrique de l'Ouest. Maroc, pays du sunnisme tolérant et modéré, a une influence certaine à travers la commanderie des croyants au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Pas uniquement en termes de soft power, il a aussi une présence économique en termes d'investissement et d'échanges commerciaux. Cela dérange l'Iran. L'Iran, elle a des ambitions de prosélytisme dans cette zone africaine et elle a marqué des points, il faut le reconnaître. Elle a marqué des points au niveau du Tchad, du Niger, un peu dans le Nigeria, où il y a maintenant constitution d'un certain nombre de communautés chiites converties
importantes qui se comptent en centaines de milliers de personnes et qui sont le relais du chiisme qui se veut expansionniste en Afrique de l'Ouest. Mais ce n'est pas là le point d'achoppement le plus important. Il y a aussi, et cela a été pris en compte par le Maroc, le fait qu'il y a une communauté libanaise chiite qui est dans le commerce et l'industrie dans l'Afrique de l'Ouest et qui, d'une manière ou d'une autre, contrarie les intérêts de notre pays. Cette politique s'est quelque part manifestée lors de tentatives de rapprochement du Maroc avec d'autres pays sous forme d'accords commerciaux où, soi-disant, les chefs d'entreprise de ces pays ont marqué leur désaccord du fait que le Maroc est un pays qui est une puissance économique et que cela risque de perturber le commerce et l'industrie dans ces pays. L'action de cette communauté chiite libanaise n'est pas très lointaine de ce branle-bas de combat ou ce lever de bouclier de ce patronat. Et nous devrions être attentifs au fait que l'Iran, qui fait du prosélytisme et de la prédication un élément important de sa politique étrangère, trouve dans le Maroc un frein, ce qui est tout à fait naturel, normal, un frein à ses ambitions. C'est pour cela qu'il a eu tendance à vouloir s'allier avec l'Algérie et au-delà de l'Algérie avec le Polisario pour, disons, manifester son courroux à l'égard du Maroc et manifester aussi une méthode qui est devenue maintenant traditionnelle, celle d'attiser ou de renforcer les oppositions à un pays. Cela a été fait avec les Houthis, cela a été fait au Liban et aussi dans d'autres pays. Le Polisario en profite. Mais n'empêche que, malgré tout, il y a maintenant, avec la réconciliation avec l'Arabie saoudite, des présages qui font que peut-être les relations avec l'Iran peuvent être envisagées autrement, avec bien sûr notre ferme intention de signifier à ce pays qu'il y a des limites à ne pas franchir et qu'il n'y a pas de place, que ce soit au niveau de notre pays ou dans d'autres contrées, à ce que notre islam modéré, notre islam tolérant soit remis en question. C'est un message clair qu'il faut signifier aux responsables iraniens sans pour autant, à mon avis, fermer la porte à une éventuelle reprise avec ce pays qui demeure, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité, et notre diplomatie est empreinte de pragmatisme et de réalisme, qui demeure un pays qui incontestablement risque de compter dans le Proche et le Moyen-Orient. C'est dû à son histoire, c'est dû à sa force économique et ses prétentions de jouer un rôle de puissance régionale ne sont pas en toute franchise et toute transparence, ne sont pas injustifiées quelque part. Aussi, cette nouvelle donne de réconciliation avec l'Arabie saoudite de l'Iran, cet activisme diplomatique n'est pas exclusif d'une tentative ou de possible réconciliation avec nos frères, qui demeurent nos frères iraniens, dans l'intérêt du monde musulman et dans l'intérêt bien compris du Maroc et de son futur dans la région de la Méditerranée occidentale et de l'Afrique de l'Ouest.